Bon retour parmi nous, habitants de Plotoria. L'histoire d'aujourd'hui faisait partie de vos suggestions. Et honnêtement, vous nous avez apporté une menace d'un genre bien particulier cette fois. Alors installez-vous, prenez quelque chose à grignoter et mettez-vous à l'aise, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans une histoire aussi chaotique qu'amusante. Commençons. Deux hommes se tenaient devant une étendue de champs ouverts, avec 4 petits familiers qui les suivaient derrière. Le nom du protagoniste était Suo Kim. Il regarda la terre, regarda les outils, regarda l'espace devant lui, et ne vit qu'une seule chose. Une opportunité. Au moment où ils plantèrent leur drapeau là, les petits familiers faillirent perdre la tête d'excitation. Ils virevoltaient dans le champ comme s'ils venaient d'assister à la fondation d'un nouveau royaume. Dans son esprit, il se connaissait encore sous le nom de Suo Kim, mais dans ce monde, son nom était devenu Lloyd Frontra. Et c'était l'histoire de la façon dont un étudiant moyen en génie civil attrapa une pelle, transforma une terre stérile, construisit des structures, et finit par mettre un monde entier sens dessus-dessous. Il regarda autour de lui avec une joie fébrile et appela Ravière. Et il répondit, comme toujours, avec un calme oui, maître. Suo écarta les bras vers la terre et déclara que tout cela, c'était de l'argent. Ravière le fixa et demanda s'il avait enfin perdu la raison. Quelques années plus tôt, rien de tout cela ne semblait avoir le moindre avenir prometteur. À cette époque, Suo avait soudainement été frappé par un message du système l'informant qu'il avait été choisi pour recevoir un vœu aléatoire accordé par l'absolu. Cette chose le félicita avec un enthousiasme absurde, l'applaudit comme si elle animait une cérémonie de remise de prix bon marché. Puis annonça qu'il était devenu un personnage dans le Chevalier de sang et de fer. Alors qu'il était allongé au sol en train d'entendre tout cela, son cerveau peinait à suivre. Puis le titre fit tilt. Le Chevalier de sang et de fer. Il avait lu ce livre la veille au soir. Le système lui souhaita joyeusement bonne chance et lui dit qu'il avait obtenu une rare opportunité. Suo, naturellement, était bien moins enthousiaste. Était-il dans un autre monde ? Il se demanda quel vœu il avait bien pu faire pour mériter ça. Il n'avait même pas bu. Il n'avait pas non plus lancé une prière dramatique vers les cieux. Alors pourquoi s'était-il réveillé dans un autre monde, face contre terre sur une route poussiéreuse comme un bagage abandonné ? Alors qu'il essayait de se redresser, il frissonna violemment et marmonna qu'il faisait un froid glacial. Ses lèvres lui semblaient étranges aussi. Avant même qu'il puisse se plaindre correctement, le système lui envoya une nouvelle alerte de santé et l'informa que sa mâchoire s'était déplacée parce qu'il avait dormi sur le sol. Il était déjà agacé par les alertes constantes qui apparaissaient, alors il balaya d'un coup une pauvre alerte. Il grimaça et se prit le visage. À ce moment-là, il comprit la situation de base. Il avait possédé quelqu'un dans cette histoire. La seule question qui restait était qui. Ainsi, tout en remettant sa mâchoire en place de force et en se demandant quel genre de personnage vivait au milieu de nulle part, dormait au bord de la route et se réveillait avec le visage à moitié détruit. Quelqu'un l'appela alors depuis derrière lui. Ravière s'approcha et dit qu'il l'avait cherché partout. Il lui dit de retourner immédiatement au manoir. À cet instant précis, le système identifia Ravière comme Ravière Asrahan, le protagoniste de Le Chevalier de sang et de fer. Suo se figea. Ravière ressemblait exactement à ce qu'il avait imaginé en lisant le roman. Et soudain, il comprit. Ravière l'avait appelé Lloyd Frontra. Cela signifiait que la vérité était encore pire que ce qu'il avait craint. Il n'avait pas possédé le protagoniste. Il avait possédé Lloyd Frontra, le fils aîné du baron Frontra. Une épave ivrogne. Une honte violente. Un voyou éhonté qui existait dans l'histoire surtout pour sombrer toujours plus bas et mourir inutilement. Pendant ce temps, Ravière, l'homme debout juste devant lui, était le véritable héros du roman. Le chevalier inconnu qui, un jour, s'élèverait au rang de sabreur légendaire. Le garçon aux cheveux blancs mentionna qu'il avait appelé son nom et, avec un niveau d'honnêteté désinvolte qui paraissait d'une manière ou d'une autre encore plus insultant, dit que même si les gens pouvaient décrire Lloyd comme un voyou, lui, personnellement, ne l'avait jamais appelé ainsi en face. Il pensa qu'au moins Lloyd se connaissait bien lui-même.
Le système remarqua rapidement que Ravière semblait être de bonne humeur. Messieurs dit au système de la fermer. Puis ils retournèrent au manoir. À l'intérieur, Ravière alluma le brasero et demanda si Lloyd avait la moindre idée de la façon dont il avait fini dans un état aussi lamentable. Il commença à expliquer ce qui s'était passé auparavant. Il s'était mis à boire dans l'après-midi, s'était complètement saoulé, avait démoli le mobilier de la taverne, puis s'était évanoui sur la route en rentrant chez lui. En d'autres termes, cela avait été une soirée parfaitement normale pour Lloyd Frontra. Ravière ajouta que le baron s'était suffisamment inquiété pour l'envoyer à sa recherche, parce que malgré tous ses défauts, Lloyd restait son fils. Et s'il était mort sur la route avec la mâchoire pendante, son père aurait eu le cœur brisé. Lloyd pensa immédiatement que Ravière avait un talent remarquable pour glisser des lames dans ses mots tout en paraissant parfaitement respectueux. Toujours en train de trembler de froid, il s'enveloppa dans une couverture et pensa amèrement que ce dont ce monde avait vraiment besoin, c'était du chauffage au sol ondole. Puis il s'arrêta et se rappela qu'il s'agissait d'un roman de fantaisie médiévale, pas de la Corée moderne. Le garçon aux cheveux blancs lui dit de se reposer et annonça qu'il rapporterait ce qui s'était passé au baron le lendemain. Lloyd demanda s'il était vraiment obligé de faire ça. Mais Ravière répondit oui. Et Lloyd décida que Ravière était désespérément coincé. Mais avant qu'il puisse partir, le protagoniste l'interpella. Il demanda soudain si leur famille était profondément endettée. Ravière marqua une pause, trouvant visiblement ce commentaire étrange, puis ouvrit la porte et sortit sans répondre. Laissé seul, Lloyd resta allongé là et repassa tout ce qu'il savait. La veille au soir encore, dans sa chambre exiguë de pension en Corée, il avait terminé le dernier chapitre du roman. Il savait donc exactement ce qui allait arriver à Lloyd Frontra. D'abord, le baron et la baronne tomberaient victimes d'un escroc maléfique. Ils perdraient leurs terres, leurs richesses et tout le reste. Ensuite, ils mettraient fin à leur jour. Après cela, Lloyd Frontra deviendrait un mendiant, boirait jusqu'à s'anéantir complètement. Puis, soudainement, il cracherait du sang et mourrait misérablement. En d'autres termes, même après avoir traversé dans un autre monde et atterri dans un corps noble, il avait d'une manière ou d'une autre hérité d'une vie allant tout droit vers la pauvreté, le désespoir et une mort pathétique. Exactement comme sa vie en Corée. Il se demanda avec amertume quel genre d'être était l'absolu et quel genre de vœu aléatoire avait bien pu l'envoyer dans un réceptacle aussi condamné. Quelque temps plus tard, la ville était calme. À l'intérieur du manoir, la mère de Lloyd, Marbella Frontra, vint le voir et demanda s'il avait encore tout cassé à la taverne la nuit précédente. Mais dans son esprit, il n'y a, et depuis la veille au soir, il était encore dans son ancienne vie et il était simplement en train de lire un livre. Puis elle le supplia d'aller à la taverne pour s'excuser. Il réalisa rapidement que l'ancien Lloyd avait presque certainement causé un désastre, alors après une brève hésitation, il accepta d'arranger ça et dit qu'il s'en chargerait. Le système l'informa immédiatement que les deux personnes en face de lui étaient extrêmement confuses par cette réponse. Mais Lloyd se sentit offensé et se demanda si quelqu'un dans ce monde pouvait au moins lui accorder un tout petit peu de crédit. À l'extérieur du manoir, il se dirigea vers le village avec Ravière qui le suivait. La réaction des villageois fut brutale. Un homme qui chargeait du fourrage pour vaches sur une charrette aperçut Lloyd, paniqua, se cacha derrière la charrette et s'éclipsa presque en courant. Suo remarqua immédiatement ce comportement étrange. D'autres villageois se raidirent visiblement ou reculèrent aussi en le voyant arriver. Dans une maison, un enfant se pencha à la fenêtre pour les regarder, mais son père accourut, l'éloigna de là et lui dit de ne pas croiser son regard avant de claquer la fenêtre. Le système annonça calmement que les villageois le détestaient absolument. Suo regarda autour de lui cette peur et dit que oui, il l'avait très bien compris. Il demanda à Ravière pourquoi il continuait à le suivre. Ravière répondit que le baron lui avait ordonné de l'escorter pour que le désastre d'hier ne se reproduise pas. Lloyd demanda pourquoi il était nécessaire de l'escorter. Alors le garçon aux cheveux blancs précisa calmement que cette escorte n'était guère pour le bien de Lloyd. Elle était pour les villageois. Il était là pour les protéger de lui. Cette réponse signifiait que Lloyd était fondamentalement un gangster. Malgré tout, il comprenait aussi le problème principal.
La première chose qu'il devait faire était de se débarrasser de l'image de totale ordure qu'il traînait. Si la famille tombait et qu'il devenait mendiant plus tard, il voulait au moins que les villageois soient prêts à lui donner de la nourriture au lieu de célébrer sa famine. Mieux encore, s'il pouvait d'une manière ou d'une autre régler d'abord le problème de la dette, alors peut-être pourrait-il simplement vivre paisiblement comme l'héritier d'un baron de province et profiter de cette douce vieillesse confortable qu'il n'avait jamais eue en Corée. Il consulta donc le système à la recherche d'une compétence tricheuse. Et il y en avait une. Enfin, plus ou moins. Le système lui montra ses compétences. L'une s'appelait ordure humaine, une compétence passive qui faisait instinctivement froncer les sourcils aux gens autour de lui. L'autre s'appelait ivrogne tapageur, qui faisait de lui une nuisance absolue une fois activé. Lloyd fixa l'écran, incrédule. Ce n'était pas un ensemble de pouvoirs. C'était un casier judiciaire avec des infobules. Alors qu'il fulminait encore à cause de ça, Ravière demanda soudain où il pensait aller. Notre garçon avait complètement oublié qu'il était encore là. Puis Ravière souligna que la taverne se trouvait dans l'autre direction et lui rappela qu'il avait promis de s'excuser. Lloyd nia rapidement s'être écarté et affirma qu'il était simplement en train de réfléchir. Remarquant son comportement étrange, Ravière fixa intensément son maître. Mais cela mit le protagoniste mal à l'aise et il demanda ce qui n'allait pas. Ravière répondit que ce n'était rien et l'invita à ouvrir la porte. Alors Lloyd se retourna et poussa la porte, en s'excusant en entrant dans la taverne. Mais à l'instant où il mit le pied à l'intérieur, Ravière comprit que la situation était pire que ce qu'il avait imaginé. Son maître ressemblait presque à une personne complètement différente de celle d'avant. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'endroit était ravagé. Mobilier brisé, décorations abîmées, et une atmosphère si tendue que le propriétaire de la taverne semblait se préparer à un impact physique simplement parce que Lloyd était entré dans la pièce. Notre garçon s'assit, baissa la tête et s'excusa, admettant que ce qui s'était passé la nuit précédente était de sa faute. Le système lui notifia que le propriétaire de la taverne était entré dans un état d'alerte extrêmement élevé. Le pauvre homme se mit à trembler et supplia Maître Lloyd de ne pas faire ça. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, rendit toute la situation encore pire. Alors cette fois, Suo essaya de paraître un peu plus rude et un peu plus naturel en tant que Lloyd, murmurant qu'il supposait être désolé. Le système l'informa immédiatement que les excuses ne semblaient pas sincères. Mais Suo se demanda en silence ce qu'il voulait exactement de lui, aucune des deux approches ne fonctionnait. Le propriétaire, toujours terrifié et nerveux, dit que ce n'était pas grave. Ça n'allait évidemment pas, mais Lloyd n'avait pas de meilleure option, alors il se contenta de se lever et de partir. Une fois dehors, le protagoniste fit remarquer que même après ses excuses, le propriétaire de la taverne n'avait pas semblé le moins du monde heureux. Ravière répondit que c'était normal. Lloyd avait tout détruit la nuit précédente. Les tables, les chaises et les décorations avaient tout été achetées avec l'argent durement gagné par le propriétaire de la taverne. Tant qu'il ne serait pas indemnisé, il n'avait aucune raison de se sentir mieux. Mais dans la tête de notre garçon, il se demandait comment diable ils étaient censés l'indemniser alors qu'ils avaient autant de dettes. C'était tellement difficile de se mettre les villageois dans la poche. Alors comment pouvait-il changer ça? Puis Ravière ajouta une autre information. La mère du propriétaire était malade depuis le froid de la fin de l'hiver. Vu cela, et vu le comportement de Lloyd, il dit qu'il ne pouvait qu'imaginer à quel point la vie était devenue difficile pour lui. Lloyd regarda de nouveau vers la taverne et remarqua à quel point il y faisait encore froid. Une seule cheminée était loin de suffire à chauffer tout le bâtiment. Une personne âgée ne supporterait jamais longtemps un tel froid. Et à cet instant, l'idée prit forme. Il n'y avait pas de sols ondoles dans ce monde. Pas de plancher chauffant. Pas de chauffage par le sol. Rien. S'il en construisait un ici, ça se vendrait. Le Lloyd Frontra originel n'aurait jamais pu avoir une idée pareille. Mais Suo Kim, lui, en était tout à fait capable. Il avait étudié le génie civil. Il avait imaginé ce genre de structure à l'école. Il avait travaillé comme ingénieur militaire pendant son service. Il avait même construit une maison entière lui-même.
Il avait aussi passé des jours et de longues nuits à trimer sur des chantiers en Corée. Comparé à tout ça, fabriquer une pièce chauffée dans un monde de fantaisie médiévale n'avait rien d'impossible. C'était pratiquement de l'argent gratuit. Il serra le poing et dit à Ravière qu'il retournait à la taverne. Mais le garçon aux cheveux blancs demanda pourquoi, exactement. Alors Lloyd se retourna, le regarda et dit qu'ils allaient obtenir sa toute première commande. C'est alors que le système annonça soudain que son véritable voyage avait commencé et activa le système RP. RP signifiait point de relation. Il pouvait en gagner en améliorant ses relations avec des personnages clés. À cet instant, il en avait 0. Lloyd fixa la fenêtre du système et se demanda si les RP n'étaient pas simplement des points d'expérience sous un autre nom. Il n'y avait pas beaucoup plus d'explications, à part le fait qu'il devait améliorer ses relations pour en gagner. Puis il vit le taux d'approbation de Ravière. Moins 30. Lloyd grimaça. Ce n'était pas bas. C'était souterrain. Malgré tout, il se dit qu'il pouvait tout aussi bien tenter quelque chose de simple. Alors il appela Ravière et complimenta sa belle apparence. Le système annonça immédiatement qu'il tentait d'acheter la faveur de Ravière. Mais au lieu de cela, l'approbation de Ravière baissa d'1 point. À moins 31. Notre garçon fixa l'écran avec incrédulité. Non seulement le score avait baissé, mais en plus le spectateur de cette vidéo n'était probablement pas abonné. Alors il demanda pourquoi c'était le cas. Mais ensuite, il décida de laisser ce problème de côté avant de faire accidentellement détester le spectateur ou Ravière au point de créer un combat de boss prématuré dans l'histoire. Quand ils retournèrent à la taverne, le protagoniste déclara brusquement que le propriétaire serait l'acheteur et que lui serait le responsable de la construction. Il rédigea un contrat et le tendit au propriétaire. Il expliqua que tous les frais de construction seraient déduits des dommages qu'il avait causés, donc le propriétaire n'avait plus qu'à signer. Le système lui notifia que le propriétaire le regardait avec une suspicion brute. Un autre message disait que le propriétaire de la taverne avait effectivement activé une compétence appelée cœur de mur de pierre. L'homme n'avait aucune confiance. Lloyd réalisa que son grand plan était sur le point de mourir avant même d'avoir commencé, alors il s'appuya à contre-cœur sur sa réputation actuelle et commença à utiliser son image de hooligan. Il sourit comme un escroc et exhorta le propriétaire à lui faire confiance, puisqu'ils allaient beaucoup se voir à partir de maintenant. Le propriétaire, soit terrifié, soit résigné, signa le contrat. Lloyd pensa pendant une seconde que cela avait fonctionné. Puis le système lui dit qu'il était toujours considéré comme une ordure absolue. Suo se demanda ce qu'un homme devait encore faire dans ce monde pour gagner un peu de confiance. Malgré tout, il avait sa première commande. Il plia le contrat et le glissa rapidement dans la poche de son manteau. Riant comme un maniaque, il ajouta que le propriétaire de la taverne avait fait le bon choix et promit de ne pas le décevoir. Puis il quitta la taverne en souriant comme un homme qui venait de lancer une start-up de construction dans un village. Une fois dehors, il commença à réfléchir à la construction. S'il fabriquait une pièce chauffée confortable, il n'avait pas besoin d'obséder sur des mesures parfaites comme il l'aurait fait pour un projet urbain complet. Mais Ravière coupa court à ses pensées et l'appela. Quand Lloyd demanda ce qu'il voulait, le garçon aux cheveux blancs dit franchement ce que n'importe quelle personne saine d'esprit aurait dit. Lloyd avait fondamentalement menacé le propriétaire de la taverne pour le faire signer. Cherchait-il simplement de nouvelles façons de causer des ennuis? Lloyd se tourna vers lui et se lança dans une leçon sur la distorsion cognitive. Il expliqua que lorsque quelqu'un supposait qu'une personne allait agir d'une certaine manière uniquement à cause de ses actions passées, c'était une forme de pensée déformée enracinée dans le préjugé et la négativité. Ravière répondit que ce n'était pas un préjugé. C'était l'expérience et les statistiques. Lloyd répliqua immédiatement que l'expérience et les statistiques restaient fondées sur le passé. Pendant qu'il parlait, le garçon aux cheveux blancs s'émerveillait en silence de l'aisance avec laquelle il s'exprimait soudain, comme si ce corps avait débloqué un talent caché. Puis il se remit au travail et déclara qu'il ferait sourire le propriétaire de la taverne et sa mère. Et que ces sourires deviendraient la base de sa manière de gagner de l'argent. Avec cette vision noble et profondément capitaliste en tête, il se mit à creuser. Dans sa tête, l'ensemble du processus de construction se déroulait clairement.
Il enlèverait la terre, l'emporterait, la tasserait. Utiliserait le bois de l'entrepôt du baron pour construire une charpente traditionnelle. Utiliserait l'argile de la rivière pour compléter les murs. Et le résultat serait une petite maison efficace avec un sol chauffant. Dans son imagination, tout cela avait l'air impressionnant. En réalité, son nouveau corps était faible comme du papier. Il ne parvint pas à terminer avant de s'effondrer au sol, épuisé. Ravière le regarda de haut et remarqua sèchement que cela n'avait pas pris longtemps. Lloyd, cependant, vexé, le corrigea en disant que cela avait pris une semaine. Le garçon aux cheveux blancs pensa que son maître était vraiment en train de construire quelque chose. Mais où avait-il appris tout cela? Est-ce que le hooligan Lloyd Frontra allait vraiment honorer son contrat avec le propriétaire de la taverne? Lloyd restait allongé là, tremblant et endolori. Mais il n'avait pas le temps de se reposer, il devait continuer à travailler. Alors il se hissa quand même sur ses pieds et attrapa une hache pour fendre des bûches. Il se débrouilla à peu près aussi bien avec la hache qu'avec la pelle. Alors Ravière intervint, prit la hache et demanda exactement ce qu'il fallait faire. Notre garçon expliqua qu'il avait besoin de morceaux de bois fins d'environ 2 longueurs de main de haut, une main de large et un doigt d'épaisseur, en montrant les dimensions avec ses propres mains. Ravière prit la bûche, la lança en l'air, la fendit et la découpa aux bonnes dimensions avec une facilité absurde. Lloyd regarda cela avec émerveillement. Et pensa que c'était exactement ce qu'on devait attendre d'un homme en passe de devenir un maître épéiste. Naturellement, il décida que la réponse appropriée était de donner encore plus de travail à Ravière. Il s'approcha, lui tapota l'épaule et dit avec désinvolture qu'une fois qu'il aurait terminé ça, il devrait aussi aider à creuser. Ravière fut intérieurement abasourdi par le fait qu'au lieu de gratitude, il avait été récompensé par du travail supplémentaire. Le système nota que Ravière regrettait un peu plus ses choix de vie. Lloyd, lui, savait parfaitement tout cela. La raison pour laquelle Ravière aidait, c'était parce qu'il était curieux de voir comment tout cela allait finir. Alors il demanda à Ravière s'il savait comment il pourrait finir le travail plus vite. Sans le laisser répondre, Suo répondit à sa propre question. C'était en travaillant ensemble. Ravière conclut que son maître n'avait pas tort. Mais il savait aussi que sa personnalité n'avait changé radicalement que depuis quelques jours. Et ce passé rendait presque impossible le fait de lui faire confiance. Il comprit donc que seulement s'il se dépêchait et l'aidait, il pourrait voir la fin de toute cette saga. Ainsi, tous les deux continuèrent à creuser et à construire, transpirant tous les deux à travers ce travail. Quand la construction fut enfin terminée, Lloyd devint visiblement excité et déclara que c'était terminé. Ils avaient enfin terminé. Puis il grava plusieurs symboles étranges sur un morceau de bois. Ravière regarda la planche et demanda si c'était des lettres. Lloyd répondit fièrement que oui et expliqua que c'était le logo de sa marque. Ravière demanda ce qu'était un logo. Lloyd répondit vaguement que c'était un truc, ce qui n'expliquait absolument rien. Puis il lui dit de venir avec lui et de le découvrir. Pourtant, Ravière restait encore méfiant. À l'intérieur de la taverne, ils allumèrent le brasero et attendirent. La mère du propriétaire de la taverne s'allongea sur le sol chauffé et se détendit immédiatement avec un plaisir visible. Elle dit que c'était délicieux. Le propriétaire de la taverne la regarda avec incrédulité et demanda comment cela pouvait être aussi bien. Lloyd, en observant leur réaction, pensa que cela devait paraître presque miraculeux dans un monde qui n'avait jamais vu de plancher chauffant. Pour lui, c'était de l'ingénierie. Pour eux, c'était de la magie sous les planches du plancher. Le propriétaire remercia le protagoniste et dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa mère sourire comme ça. Ravière regarda, choqué. Lloyd avait dit qu'il les ferait sourire, et il l'avait fait. Il se surprit à penser à quel point Lloyd était devenu étrange. Sa façon de parler avait changé. Ses habitudes avaient changé. Il travaillait dur maintenant. Il tenait ses promesses. Et plus troublant que tout, il semblait faire des choses qui aidaient réellement les gens. Et à les faire sourire. Le système informa alors Suo que le taux d'approbation de Ravière avait augmenté de 2 points, le portant à -29, et qu'il avait gagné 36 RP pour avoir légèrement amélioré sa relation avec un personnage clé.
Lloyd regarda l'écran de statut et ne put s'empêcher de sourire. Il lut pratiquement les pensées de Javier à voix haute. Il plaisanta en disant que le garçon aux cheveux blancs devait penser qu'il n'était finalement pas une ordure totale. Javier le nia par principe. Mais notre garçon savait qu'il avait raison. Quant au projet lui-même, Lloyd savait qu'il y avait perdu. Le bois à lui seul avait dévoré le profit. Mais cela lui était égal. Cette maison n'était pas destinée à rapporter de l'argent. Elle était destinée à montrer aux gens ce qui était possible. C'était une maison témoin. Et elle fonctionnait parfaitement. Quelques jours plus tard, les villageois commencèrent à faire la queue rien que pour inspecter la maison et demander la leur. L'un admira la chaleur et dit qu'il avait cru qu'il allait fondre à l'intérieur. Un autre n'arrivait pas à croire qu'il puisse faire aussi chaud à l'intérieur. Lloyd passa immédiatement en mode vendeur. Il leur dit que la pièce était chaude et incroyable, et qu'il voulait sûrement quelque chose comme ça dans leur propre maison. Puis il leur présenta les options. Le style A était une annexe construite dans la cour. Le style B était une rénovation de leur maison actuelle. S'ils commandaient les deux, il leur ferait une remise de 10% sur la construction. Le système lui notifia que les villageois ne lui faisaient toujours pas confiance. Et l'un d'eux refusa à contre-cœur. Lloyd essaya de reprendre sa version hooligan une fois encore et répéta ses paroles de la dernière fois, en disant qu'ils devaient se faire confiance puisqu'ils allaient souvent se voir. Le villageois baissa la tête et écouta comme un homme qui entendrait un loup proposer un service de garde d'enfants. Notre garçon, pendant ce temps, souligna qu'à ce prix-là, il donnait pratiquement la maison gratuitement. C'est alors que le père de Lloyd, Arco Frontra, apparut et appela son fils par son nom. Son taux d'approbation était à -20. Et pour la première fois depuis son arrivée dans ce nouveau monde, Suo eut l'air anxieux. Plus tard, au manoir familial, Lloyd s'assit pour dîner avec son père. Il essaya de paraître calme, mais intérieurement, il paniquait à l'idée qu'il avait réussi à éviter cette confrontation jusqu'à présent. Et si le baron essayait de l'empêcher de construire? Puis soudain, Arco lui dit d'expliquer ce qu'il préparait encore cette fois. Suo décida que la stratégie la plus simple était de faire court et de répondre avec sa meilleure voix rude de Lloyd. Il dit que le propriétaire de la taverne avait commandé une pièce chauffée, alors il en avait construit une. Le baron demanda si les autres villageois passaient aussi des commandes. Et Lloyd réalisa rapidement que son père savait déjà presque tout. Tout en mâchant sa nourriture, Arco lui dit quelque chose de sérieux. Il fallait prendre soin des gens du domaine. Il ne tolérerait pas que son fils leur mente ou les trompe. Alors Suo répondit qu'il n'avait l'intention de faire ni l'un ni l'autre, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais dans sa tête, il pensa amèrement que quoi qu'il fasse, tout le monde supposerait le pire à cause du passé de l'ancien Lloyd. Alors, une fois le dîner apparemment terminé, il essaya de quitter la table rapidement. Son père l'arrêta. Arco demanda doucement si tout cela avait un lien avec la situation de la famille. Il dit que Lloyd n'était ni aveugle ni sourd. Il devait bien savoir ce qui se passait. Puis, avec ce genre de douceur fatiguée qui fait plus mal que la colère, il dit à Lloyd de ne pas s'inquiéter. D'une manière ou d'une autre, il les sortirait de cette situation. Son fils n'avait pas besoin de trop s'impliquer. Ces mots le frappèrent de plein fouet parce qu'ils lui rappelèrent quelque chose de sa première vie. Quelqu'un lui avait déjà dit presque exactement la même chose. Que tout irait bien. Que ce n'était rien. Qu'il devait simplement baisser la tête et étudier. À l'époque, il y avait cru. Il avait pensé que les choses s'arrangeraient s'il tenait simplement assez longtemps. Ce ne fut pas le cas. Alors cette fois, il répondit autrement. Il dit à son père de ne pas abandonner, parce que lui non plus n'allait pas abandonner. C'était exactement la phrase qu'il aurait aimé dire à son vrai père quelques années plus tôt. Quelque temps après, il passa en revue l'état actuel de l'affaire. Ils avaient 32 commandes pour le style A et 57 pour le style B. Il avait déjà pris la moitié de l'argent de la construction à l'avance. C'était un début prometteur. Mais avant même qu'il puisse en profiter, deux prêteurs arrivèrent, Meatloaf et Shiloh. Lloyd remarqua immédiatement qu'ils passaient juste devant lui sans même faire semblant de lui montrer du respect,
ce qui était étrange étant donné qu'il était le fils du Seigneur. Puis il comprit qui ils étaient et voulut écouter leur conversation avec son père. À l'intérieur, Shiloh demanda au baron Frontra combien de temps encore il comptait faire traîner les choses. Meatloaf ajouta que l'échéance avait été dépassée depuis 5 jours. Il avertit aussi que si le retard continuait, il serait forcé d'agir. Shiloh regarda autour de la résidence et suggéra que si l'argent manquait à ce point, le baron pourrait peut-être vendre quelques affaires. Lloyd écouta et pensa que le timing était parfait. Ils étaient arrivés juste à temps pour quelque chose qu'il avait préparé. Le système lui dit qu'il avait actuellement 36 RP. Puisqu'il avait gagné ses points en améliorant l'approbation de Ravière, il voulait enfin savoir comment les dépenser. Le système expliqua donc que les RP pouvaient être investis dans des compétences. Notre garçon fut sincèrement impressionné et félicita sarcastiquement la fenêtre contextuelle de s'expliquer enfin correctement. Puis le système lui dit de laisser tomber. Messieurs s'excusa immédiatement et demanda pardon, parce qu'antagoniser la voix magique dans sa tête semblait être une mauvaise stratégie à long terme. Un cercle magique apparut soudain sous lui et afficha les compétences qu'il avait détectées à partir de ses connaissances, mécanique des sols, hydraulique, mécanique des structures, théorie de l'approvisionnement en eau et des égouts, conception des structures en acier, conception du béton et programmation avancée de conception. Le système fit alors une remarque suffisante en disant qu'il en savait plus qu'il n'en avait l'air. Suo protesta en disant qu'il avait eu une bourse, merci beaucoup. Il lui montra ensuite 2 achats disponibles. Relevé topographique de base pour 15 RP et conception de base pour 20 RP. Suo ne pouvait pas vraiment savoir ce que faisait l'un ou l'autre simplement à partir de leur nom, alors il décida d'en cliquer un pour le découvrir. Au moment où il l'activa, il ouvrit sa fenêtre et ses yeux commencèrent à briller en vert. Puis, depuis ses yeux, une magnifique projection structurelle ressemblant à une ville apparut devant lui, comme s'il regardait une interface complète de relevé et de conception directement superposée au monde. Il réalisa qu'il n'avait plus besoin d'un géomètre GPS séparé ni de brouillon sur papier. Il pouvait voir la configuration de ses propres yeux et manipuler les conceptions dans les airs avec ses mains. Il resta là, émerveillé, à dessiner et ajuster des structures en plein air. Avant cela, il avait passé d'innombrables heures à griffonner des plans à la main. Avec cette compétence, les choses allaient devenir bien plus faciles. Mais une préoccupation pratique subsistait. Même si son processus de conception s'accélérait, comment était-il censé gérer toute la main-d'œuvre avec seulement Ravière pour l'aider? Cela aurait été bien de pouvoir invoquer de la machinerie lourde avec les connaissances qu'il apportait de son monde. Alors une fenêtre de notification apparut, répondant à ses pensées. S'il voulait une invocation, il existait une option pour cela. Lloyd s'arrêta. Pouvait-il vraiment invoquer des choses? Le système se lança dans un discours de présentation pour un jeu d'invocation aléatoire qui permettait aux utilisateurs de dépenser des RP pour acquérir des partenaires invoqués avec des personnalités uniques et des compétences utiles. Lloyd pensa immédiatement que cela ressemblait à une publicité pour un jeu mobile Pay to Win, ce qui, honnêtement, correspondait un peu trop bien à l'attitude du système. Mais si l'invocation pouvait fonctionner comme de la machinerie lourde, cela pourrait réellement résoudre un énorme problème. Puis le système révéla le piège. Une tentative d'invocation aléatoire coûtait 50 RP. Il regarda son total actuel et réalisa qu'il n'avait qu'un seul RP. Mais cela fit quand même réfléchir notre protagoniste. Si les invocations étaient comme il les imaginait, alors elles pourraient être encore plus utiles que la machinerie de son monde. C'est à ce moment-là qu'il se fixa un objectif. Obtenir plus de RP. Et pour y parvenir, il avait besoin que certains personnages clés de l'histoire l'apprécient. À cet instant précis, dans la pièce avec le baron Frontra, Meatloaf abattit une main avec colère et fit une suggestion répugnante. Si l'argent manquait tant, peut-être que la baronne et ses dames pourraient être vendues à un bel endroit, pour un bon prix. Cela suffit. Arko se leva, fou de rage, et le réprimanda pour avoir parlé avec autant d'impudence dans une maison noble. Puis Lloyd apparut derrière lui et posa une main sur l'épaule de Meatloaf. Le gros homme faillit bondir hors de sa peau et demanda qui était le protagoniste. Arko appela son nom.
Le prêteur ricana en disant qu'il s'agissait du fils aîné du baron aux manières étranges et demanda pourquoi il interrompait. Mais Lloyd ne perdit pas de temps. Il lui dit de montrer le mandat. Meatloaf, confus, demanda ce qu'il voulait dire. Et le protagoniste cita calmement la loi de la famille royale et de la noblesse, article 3, clause 6, stipulant que les nobles avaient le droit de protéger leurs intérêts en tant que vassaux du roi. Et qu'entrer dans une résidence noble sans mandat constituait une intrusion. C'était là le point important. Meatloaf et Shiloh n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. Ils n'avaient jamais entendu parler d'une telle loi. Alors Lloyd leur dit qu'ils pouvaient le découvrir ensemble s'ils le voulaient. Puis il appela Ravière. Ravière apparut instantanément. Et comme ça, le protagoniste lui ordonna de couper les bras des intrus. Cela suffit à briser les deux hommes. Au moment où Ravière dégaina son épée, Meatloaf et Shiloh paniquèrent et prirent la fuite. Ils crièrent que Lloyd le regretterait et exigèrent de savoir s'il pensait pouvoir s'en tirer comme ça. Notre garçon se contenta de balayer leur indignation d'un revers de main, comme si c'était ridicule, pendant qu'ils fuyaient pour sauver leur peau. Une fois la pièce redevenue silencieuse, Harco demanda à Lloyd et à Ravière ce qu'ils pensaient exactement être en train de faire. Ils n'avaient pas les moyens de gérer les conséquences si cela se retournait contre eux. Mais Lloyd répondit en posant une bourse d'argent sur la table. Il dit qu'il avait prévu de la remettre une fois qu'il aurait collecté tout l'argent des commandes, mais que cela devrait quand même suffire à payer une grande partie des intérêts de ce mois-là. Son père le regarda avec stupeur en voyant que son fils prenait de l'argent à leur propre peuple et lui demanda s'il les extorquait. Mais avant que le protagoniste puisse répondre, Ravière intervint et dit qu'il veillerait personnellement à ce que Maître Lloyd honore toutes les commandes. En regardant le visage de son père, Suo remarqua que la parole de Ravière avait plus de poids que la sienne n'en aurait jamais eu. Après cela, notre garçon s'excusa et quitta la pièce après avoir géré la situation comme un pro. À l'extérieur, Ravière demanda comment Lloyd connaissait cette loi. Il n'avait jamais étudié de telle loi auparavant. Mais le protagoniste répondit simplement qu'il avait entendu parler de cela quelque part. En vérité, il le savait grâce au livre. Dans l'histoire originale, après que le baron et la baronne eurent mis fin à leur jour, ces mêmes prêteurs viendraient un jour déterrer leurs corps et les vendre. Ravière invoquerait alors exactement cette loi et les abattrait. Connaître le contenu du livre donnait à Suo un avantage énorme, et il l'avait utilisé à la perfection. Maintenant, il attendait simplement qu'une fenêtre de notification apparaisse. Et comme prévu, le système le récompensa bientôt. L'approbation du baron Frontra augmenta de 6 points. Lloyd gagna 60 RP, portant son total à un niveau suffisant pour commencer à invoquer. Tout se déroulait exactement selon le plan. Il était temps de faire sa première invocation maintenant. Alors, au beau milieu de la nuit, il se dirigea vers les champs. Et s'assura qu'il n'y avait personne autour. Puis il appela le jeu d'invocation pour l'ouvrir et cliqua sur le bouton de démarrage sans hésiter. Une vive lueur verte apparut soudain dans les airs. Puis un cercle fait d'engrenages commença à se former avec suffisamment d'effets spéciaux pour ridiculiser un feu d'artifice de Nouvel An. Suo plissa les yeux devant cela. Les engrenages avaient formé un cercle magique dans les airs. Et Suo se demanda pourquoi cette chose devait être aussi dramatique. Mais pourquoi était-elle si petite? Et bruyante aussi. Elle faisait juste des bruits bizarres pendant qu'il attendait. Puis, du centre du cercle, une petite créature ressemblant à un écureuil surgit et bondit vers lui. Mais avant de pouvoir l'atteindre, elle tomba au sol. Malgré cela, la créature regarda notre garçon avec ses yeux adorables. Suo, cependant, jeta un seul coup d'œil et la qualifia de ratée. Le petit animal prit très mal ses paroles. Il était choqué. Il protesta furieusement dans sa propre langue. Suo ne comprenait toujours pas un mot. Mais il semblait essayer de lui dire qu'il pouvait être utile à Lloyd. Mais le protagoniste n'était pas impressionné. Il ne savait tout simplement pas ce que cela pouvait bien faire pour l'aider. Il voulait de grosses machines pour la construction, pas un petit animal de compagnie. Alors il lui demanda de montrer ses compétences. Puis la petite créature cracha 2 morceaux de papier.
Suo les ramassa avec un dégoût pur, mais il réalisa rapidement qu'il s'agissait de manuels d'utilisation. La créature se présenta sous le nom de Podon, un adorable hamster qui méritait beaucoup d'amour. Les manuels expliquaient que s'il était nourri avec une graine de tournesol rouge, il grandirait jusqu'à devenir gigantesque pendant une durée limitée. S'il recevait une graine bleue, il rétrécirait à nouveau avant que la durée limite n'expire. Suo fit rapidement le calcul. Un lot des 2 graines coûtait 1 RP. Il demanda jusqu'à quelle taille le hamster pouvait grandir. Pouvait-il au moins devenir de la taille d'un humain? Podon, clairement offensé par ce manque de foi, le poussa à essayer pour voir. Suo raisonna que, puisque les hamsters étaient bons pour creuser et faire des tunnels, un hamster de taille humaine pourrait déjà être utile. Alors il lui donna la graine rouge. Le résultat fut explosif. Un éclair jaillit avec une telle force et un tel vacarme que Lloyd fut projeté en arrière. Quand il releva les yeux, il réalisa que le hamster n'était pas simplement devenu grand comme un homme. Cette chose était devenue gigantesque. 15 pieds. Non, plus grand. Plus de 30 pieds de haut. Et maintenant, en plus, il avait l'air insupportablement fier de lui. Le système afficha alors les compétences de Podon, creusage niveau 1. Pour le démontrer, le hamster géant éventra le sol à une vitesse terrifiante. Tassement de terre niveau 2, tandis qu'il tourbillonnait continuellement sur le sol. Et poche de joue niveau 1. Il cracha un énorme monticule de terre compactée. Suo fixa la scène et conclut immédiatement que c'était le jackpot. Il avait obtenu de l'équipement lourd de construction sous forme d'invocation. Bien sûr, se promener avec un hamster magique géant risquait de soulever des questions. Alors il trouva ce qu'il considérait comme une réponse brillante. Il porterait sur lui un livre sur l'invocation. Si quelqu'un demandait, il dirait simplement qu'il était un maître invocateur. Problème réglé. Suo était extrêmement satisfait de lui-même et s'émerveilla une fois de plus devant son propre génie. Après cela, son attention se tourna immédiatement vers la main-d'œuvre. Le lendemain matin, Lloyd rassembla 30 soldats de la baronnie et les fit répéter après lui, en commençant par la sécurité d'abord. Mais aucun des soldats ne comprenait pourquoi notre garçon essayait de leur faire dire des choses pareilles. Il trouvait légèrement exaspérant que ces hommes ressemblent à des soldats payés pour ne strictement rien faire pendant que le domaine se noyait dans les dettes. Alors il décida de régler ça. Et pas seulement ça, maintenant il avait aussi de la main-d'œuvre gratuite. Il annonça qu'ils étaient tous des soldats et que, par conséquent, cette assemblée constituait leur armée. Et le but d'une armée, c'était de travailler. En parlant de sa propre expérience militaire, il souligna qu'il avait passé plus de temps à creuser des trous et à arracher des mauvaises herbes dans l'armée qu'à faire quoi que ce soit de vaguement glorieux. Puis il montra du doigt le tas d'argile qu'il avait rassemblé. Techniquement, Podon avait fait l'essentiel de ce travail en un rien de temps, mais les soldats n'avaient pas besoin de connaître tous les détails. Lloyd déclara qu'ils étaient sur le point de lancer la renaissance du domaine. Par là, il voulait dire l'activité de construction ondole, et pour que cela arrive, ils avaient tous besoin de transporter l'argile jusqu'au site de construction. Mais les hommes n'avaient pas l'air impressionnés, mécontents de tout cela. Mais notre garçon s'attendait à cette situation. C'est à ce moment-là que Neumann intervint. Il appela Lloyd par son nom et exigea de savoir pourquoi il donnait des ordres à ces hommes comme à de simples ouvriers. Lloyd s'était déjà attendu à sa venue aussi. Sur ces terres, il y avait 3 chevaliers, Neumann, Bayern et Ravier Asrahan, le véritable protagoniste du livre. Au début du roman, Ravier et Bayern restaient loyaux au baron jusqu'à la fin du roman, même après l'effondrement du domaine. Neumann, lui, ne le faisait pas. Il fut le premier à trahir les Arcos, en vendant des informations aux escrocs qui ruinèrent la famille. Lloyd savait déjà que cet homme était un poison. En plus, il ne voulait pas que le principal chevalier de ces terres soit une telle ordure. Alors, il agit. Il affirma qu'il était évident de voir ce qu'il faisait. Mais Sir Neumann l'accusa de faire se couvrir de terre des soldats honorables et dit qu'en tant que leur commandant,
il ne le permettrait pas. Lloyd balaya tout ce discours comme étant des absurdités et conclut qu'il était simplement en colère parce que son affaire approchait du moment où elle rapporterait assez d'argent pour rembourser la dette. Neumann alla encore plus loin et dit qu'il ne savait pas comment Lloyd avait trompé sa seigneurie pour qu'elle autorise cela. Mais compte tenu de sa conduite passée, il n'y avait aucune raison de croire que cette opération servait à autre chose qu'au profit personnel du protagoniste. Lloyd répondit que cela semblait plutôt exact. Puis il le provoqua. Neumann fut immédiatement furieux. Après une seule phrase, ses veines ressortaient déjà de sa peau. Suo nota aussitôt que ce type ne pourrait jamais jouer classé sur League of Legends. Il se ferait bannir du chat à vie ou casserait son écran avec une gestion de la colère pareille. Et il ne s'arrêta pas là, il lui lança de la poussière à la pelle, juste pour le provoquer encore davantage. Tous ceux qui regardaient étaient complètement sidérés. Mais Suo savait exactement ce qu'il faisait. Pendant ce temps, Neumann, furieux, le traita de misérable. Était-il en train d'insulter l'honneur d'un chevalier? Et dans sa tête, il déclara que Lloyd n'était rien d'autre que le fils d'un pauvre baron au bord de la ruine. Notre garçon se contenta de mettre la main derrière son oreille et lui demanda d'un ton moqueur de répéter. Le chevalier proposait-il vraiment qu'ils oublient les rangs et règlent cela en duel? Il fit tournoyer la pelle avec maîtrise dans sa main comme s'il s'en servait depuis des années, puis la pointa vers Neumann. Tout en souriant, il ajouta que, si le chevalier le voulait, il pouvait régler ça face à face. Neumann accepta aussitôt et dit qu'il ferait regretter cela à Lloyd. Plus tard, Ravière dit à Lloyd que le duel avait été fixé un mois plus tard et demanda s'il avait réellement confiance en ses chances de gagner. Lloyd le regarda comme si toute cette histoire ne valait même pas l'effort. Puis il admit franchement que, bien sûr, il n'avait aucune confiance. Neumann était déjà un expert de l'épée de bas niveau qui avait éveillé le cœur de Mana, alors que Lloyd n'était pratiquement personne. L'écart entre eux était évident, donc la question de Ravière lui semblait stupide. Alors il continua à taquiner le garçon aux cheveux blancs. Cela suffit à faire monter la colère de Ravière. Pendant un bref instant, on aurait dit qu'il envisageait sérieusement de taillader Lloyd lui-même. Mais aussitôt après, il se retint. Même lui ne supportait pas la provocation du maître Lloyd. Malgré tout, plus Ravière y pensait, plus toute la situation devenait étrange. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression que Lloyd avait tout manipulé depuis le début. Il avait jeté de la terre au visage de Neumann, provoqué l'affrontement et poussé le conflit en avant avec une telle agressivité qu'au départ, cela avait simplement ressemblé à un retour à ses anciennes manières irréfléchies. Mais plus Ravière repassait la scène dans sa tête, moins cela lui semblait aléatoire. Lloyd avait d'abord demandé à être séparé de Ravière, ce qui lui avait donné l'occasion parfaite de provoquer Neumann directement. En plus de cela, il avait arrangé les choses pour que Bayern prenne le relais comme superviseur remplaçant du travail des soldats. Rien de tout cela ne semblait accidentel. Et maintenant Lloyd disait calmement qu'il n'avait aucune confiance. Alors pourquoi avait-il voulu ce duel au départ? Ravière n'arrivait pas à en saisir le sens. En plus, le comportement ignoble de Lloyd était assez répugnant pour lui donner envie de le découper. Puis Lloyd mentionna soudain qu'il avait besoin que le chevalier fasse quelque chose pour lui. Avec son air suffisant, il demanda à Ravière de lui enseigner l'épée. Ravière refusa. Alors le protagoniste demanda pourquoi. Mais le devoir du chevalier était seulement d'observer, pas de l'entraîner. Plus important encore, si un déchet humain comme Lloyd apprenait à se battre correctement, il deviendrait une menace encore plus grande pour tout le monde autour. Lloyd demanda si Ravière devait toujours être aussi direct quand il l'insultait, puis redemanda. Ravière refuserait-il toujours si lui enseigner son escrime signifiait soigner son insomnie en échange? Cela capta immédiatement l'attention de Ravière. Mais il ne savait pas comment notre garçon était au courant de cela. Suo connaissait évidemment ce fait grâce au livre. Et pas seulement cela, il savait aussi comment le guérir. Dans ce monde, les chevaliers étaient généralement divisés en 4 rangs, experts de l'épée de bas niveau, de niveau intermédiaire, experts de l'épée de haut niveau, puis maître de l'épée. Ravière était juste au bord de devenir un maître de l'épée,
et ce processus s'accompagnait d'une insomnie sévère comme effet secondaire. Après tout, il était sur le point de devenir pratiquement un surhumain au sens aiguisé. Rien d'étonnant à ce qu'il ne puisse pas dormir. Bien sûr, Ravière n'était pas censé avoir cette connaissance à ce stade du livre. Alors Lloyd proposa un marché. Il soignerait l'insomnie de Ravière, et le chevalier lui enseignerait l'épée. Ravière soupira et accepta. Mais seulement parce qu'il était convaincu que Lloyd échouerait. Il avait déjà tout essayé, thérapie cognitive du sommeil, herbes, aromathérapie, exercice, médecine orientale, tout. Rien n'avait fonctionné. Mais Lloyd avait sa propre réponse. En quelques minutes à peine, Lloyd avait Ravière endormi sur une chaise comme un bébé. Notre garçon connaissait déjà depuis longtemps l'astuce pour l'endormir. Dans le livre, Ravière s'était endormi en écoutant un long sortilège magique. Alors le protagoniste en avait conclu qu'il existait quelque chose d'encore plus soporifique. Le génie civil. Plus précisément, son manuel de béton armé. Et comme ça, l'escrime du véritable protagoniste appartenait maintenant à Lloyd. Le lendemain matin, l'entraînement commença. Ravière emmena Lloyd sur le terrain et lui ordonna de courir 50 tours du périmètre. Lloyd se mit à courir sans protester. Le chevalier l'observa avec surprise. Il s'était clairement attendu à une résistance. Lloyd respirait déjà difficilement. Il dit qu'il n'aimait pas cet entraînement, que Ravière devrait plutôt lui enseigner des techniques d'épée. Mais malgré cela, il continuait à courir. Chaque fois que notre garçon passait devant le chevalier, il le taquinait un peu. Lloyd savait que Ravière penserait qu'il refuserait à mi-chemin. Il savait aussi que Ravière essaierait d'arrêter de lui enseigner en utilisant cette excuse. Cette remarque fit mouche. Ravière attendait exactement ce moment-là. Mais le protagoniste éclata de rire et dit qu'il allait terminer la course correctement et que le chevalier devrait bien lui enseigner. Le système annonça alors que l'une de ses compétences passives du type nuisance avait encore gagné un niveau, le rendant encore plus capable de provoquer l'irritation chez tous ceux qui l'entouraient. Lloyd écarta cela comme une absurdité. Le système inventait simplement des compétences maintenant juste pour l'agacer. Mais en privé, Suo admit que cet entraînement était dur. Vraiment dur. Pourtant, quand il comparait cela à sa vie en Corée, cela lui paraissait supportable. Là-bas, personne ne l'attendait. Il se réveillait chaque jour dans une minuscule chambre louée, transportait des briques sur des chantiers, déchargeait des camions pendant la nuit. Et travaillait dur juste pour éviter de mourir de faim. Il s'était accroché au maigre espoir que les choses finiraient par s'améliorer un jour s'il continuait à tenir bon. Mais ces jours n'étaient jamais venus. Alors maintenant, quand ses jambes brûlaient, quand ses poumons lui faisaient mal, il se disait que ce n'était rien. La nuit tomba, et il continua à courir. Ravière l'observa et vit que cette détermination était réelle. Et à cet instant précis, il décida enfin de lui enseigner ses techniques d'épée. Le système récompensa Lloyd par une nouvelle hausse de l'approbation de Ravière et plus de RP, même si l'approbation totale restait à -28. Ailleurs, le baron Frontra confronta Neumann au sujet du comportement de son fils. Il dit qu'il ne pouvait pas croire à l'irrespect du garçon, surtout après 5 générations de service du chevalier envers leur famille. Il admit qu'il avait cru récemment que Lloyd avait enfin repris ses esprits, mais réalisait maintenant qu'il s'était trompé. Ainsi, Arco ne voyait aucune raison valable d'arrêter le duel. Il se contenta d'avertir Neumann de ne pas être trop dur. Le but était de remettre le hooligan arrogant Lloyd à sa place, pas de le blesser. Neumann s'inclina et dit qu'il avait compris. Mais intérieurement, ses pensées étaient bien plus sombres. Pour lui, les duels ne se déroulaient pas toujours comme prévu. Si Lloyd venait à mourir pendant le combat, qu'il en soit ainsi. Et si le baron essayait de s'y opposer, Neumann le tuerait aussi. Et la baronne. Puis il mettrait toute la scène en scène comme si la famille s'était donné la mort, abandonnerait ce petit village et partirait s'installer dans un endroit plus grand. Dans son esprit, les actions récentes de Lloyd avaient en réalité accéléré l'occasion parfaite. Il s'éloigna en riant doucement pour lui-même. Puis un mois passa,
et le jour du duel arriva enfin. Lloyd Frontra et Neumann avancèrent tous les deux. Pendant que Arco Frontra, Marbella Frontra, Ravière et une foule de spectateurs se rassemblaient pour regarder dans un silence tendu. Neumann prit son épée en main et demanda si Lloyd était prêt. Lloyd répondit en envoyant sa pelle dans les airs d'un coup de pied. Il la rattrapa contre son épaule avec assurance. Puis il déclara qu'il était plus que prêt à mettre Neumann KO. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Lloyd entra sur le terrain du duel avec rien d'autre qu'une pelle, un plan et bien plus de confiance que ce que quiconque présent trouvait rassurant. Si vous voulez voir ce qui se passe quand un maniaque du génie civil met enfin cette confiance à l'épreuve, laissez un like et dites-nous dans les commentaires si vous voulez la suite. Merci d'avoir regardé. Et comme toujours, on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.